Mesdames et messieurs, bonjour. Vous suivez l'élan africain et je vous en remercie. Aujourd'hui, nous voulons encore une fois faire le point sur la situation en République démocratique du Congo, où, comme vous le savez, il y a une guerre qui sévit à l'Est, mais également des efforts diplomatiques. La dernière fois, nous disions que les deux processus engagés pour résoudre cette crise, en réalité, ces deux processus sont en panne. Ça veut dire le processus de Washington et le processus de Doha au Qatar. Vous savez que le processus de Washington est le processus qui vise à résoudre le différend entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, accusé de soutenir la rébellion du M23, et que donc le processus de Doha est ce processus qui vise à résoudre le conflit entre les rebelles et le gouvernement de Kinshasa. Et donc, comme nous le disions, ces deux processus sont actuellement en panne puisqu'on attendait, on attendait la signature des accords au mois d'août, et maintenant on est mi-septembre et rien ne bouge. Sauf que justement, on a appris, par l'agence de presse Reuters, qu'en réalité, les deux processus ne sont pas si empannés que ça, puisque les discussions se poursuivent en coulisses. Et c'est pour cela justement que nous revenons, et c'est pour essayer de voir ce qui se passe. Parce que selon l'agence de presse britannique Reuters, justement, il y a des discussions qui se poursuivent et les deux parties, disons pour ce qui est du processus de Washington, les deux parties devraient se revoir mi-octobre, début octobre, pour essayer d'affiner les dernières touches qui doivent constituer l'accord 4 à que les deux parties devraient signer dans les semaines à venir. Mais selon justement, encore une fois, cette agence de presse, à- au début du mois d'octobre, on devrait voir les émissaires du Rwanda et les émissaires de la République démocratique et du Congo à Washington pour se mettre d'accord sur les derniers développements de cet accord cadre. Vous savez que l'accord entre les deux parties a été signé le 27 juin dernier à Washington par les deux ministres des Affaires étrangères, le ministre des Affaires étrangères du Rwanda et la ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo. Et donc, on attendait la signature de l'accord en août entre les deux chefs d'État, mais cet accord n'a pas eu lieu. Mais ce que nous avons appris, à part ce dossier de l'agence de presse Reuters, c'est que maintenant, l'accord qui se profile à l'horizon devrait mettre l'accent sur le secteur minier de la République démocratique du Congo. Et vous savez justement que c'était la volonté même du président Donald Trump qui, nous l'avons souligné ici, a décidé de mettre fin aux aides que les États-Unis apportaient aux différents États du monde pour tout simplement remplacer les aides par les investissements privés. Et pour lui, justement, dans cette crise à l'est de la République démocratique du Congo, selon la proposition faite d'ailleurs par le président Félix Tshisekedi, il s'agissait tout d'abord de voir comment ramener la paix avec l'aide des États-Unis pour que les entreprises privées américaines puissent venir investir dans cette partie très riche dans différentes matières premières. À l'est de la République démocratique et du Congo, il y a non seulement le diamant, l'or, le tantal et j'en passe. Il y a beaucoup de richesses minières dans cette partie de la République démocratique et du Congo qui attire les appétits du monde entier, d'ailleurs, qui sont l'objet même des guerres incessantes qui s'y déroulent. C'est que les rébellions, en réalité, sont créées
à part les mafieux qui veulent tout simplement mettre la main sur certaines mines. Voilà, pour l'exploitation illégale des ressources. Et donc, l'agence de presse Reuters nous apprend maintenant que les trois parties maintenant, ça veut dire le Congo, le Rwanda, mais aussi les Américains, doivent maintenant se mettre d'accord sur comment exploiter, sur comment, d'ailleurs, il faudrait qu'on regarde un tout petit peu cet article. Les trois parties doivent donc les trois parties, le Rwanda, la République démocratique du Congo, doivent s'engager à collaborer avec les tiers, dont les États-Unis, pour réorganiser leur chaîne d'approvisionnement en minéraux et élaborer des réformes selon ce projet cadre économique que l'agence de presse Reuters a consulté afin de stimuler les investissements suite à l'accord de paix conclu à Washington. Les pays se sont mis d'accord sur ce projet cadre qui fait partie intégrante de l'accord de paix, comme indique une source proche du dossier, indique justement à Reuters. Et Reuters nous dit que justement cette agence de presse a pu examiner le dossier. Et donc, cette source ajoute que le projet est actuellement examiné par les parties prenantes, et notamment le secteur privé et les banques multilatérales et certains organismes donateurs d'autres pays. Le Congo et le Rwanda se rencontreront, c'est ce que nous disions tout à l'heure, probablement début octobre pour finaliser le cadre de cet accord. Ce cadre de 17 pages fait suite à la signature d'un accord de paix entre les deux pays à Washington en juin, nous le disions justement, le 27 juin, lors de négociations menées par l'administration du président Donald Trump. Le projet s'appuie sur les grandes lignes du cadre conclu en août et définit les mesures de coordination. Les grandes lignes du mois d'août appelaient à une coopération dans les domaines de l'énergie, des infrastructures, des chaînes d'approvisionnement en minéraux, des parcs nationaux et de la santé publique. Selon ce projet, justement, les parties s'engagent à collaborer avec les États-Unis et d'autres partenaires internationaux pour élaborer des initiatives et des réformes réglementaires supplémentaires nécessaires pour réduire les risques liés aux investissements du secteur privé de manière rentable, réduire le commerce illicite et accroître la transparence. Les parties adopteraient également des mécanismes de transparence externe, notamment en s'engageant à mettre en œuvre les directives de l'Organisation de coopération et de développement économique, entre autres. Le projet cadre prévoit des inspections indépendantes des sites miniers et une collaboration avec des partenaires du secteur privé pour développer des zones économiques spéciales transfrontalières. Le cadre définit également des mécanismes de coordination, notamment un calendrier pour un sommet annuel de haut niveau sur l'intégration économique régionale et des réunions d'un comité directeur et des groupes de travail technique. Kinshasa et Kigali, dans le cadre de l'accord conclu à Washington en juin, avaient convenu de lancer le cadre d'intégration économique régionale dans un délai de 90 jours. Dans cet accord, les parties se sont engagées à mettre en œuvre un accord de 2024 prévoyant le retrait des troupes rwandaises de l'Est de la République démocratique et du Congo dans un délai de 90 jours.
les opérations militaires congolaises ciblant les forces démocratiques de libération du Rwanda, les FDLR, devaient également avoir lieu simultanément. Mais comme nous le savons, tout cela n'a pas eu lieu. Justement, certains craignent que le calendrier de mise en œuvre ne soit confronté à ces difficultés. L'un des principaux obstacles à la finalisation et à la signature de cet accord régional est l'élargissement des autres processus de paix, comme l'a déclaré un diplomate occidental, ajoutant que le Rwanda n'avait pas retiré ses troupes et que les opérations contre les FDLR n'avaient pas du tout commencé. Le diplomate a déclaré que notre effort de médiation entre le gouvernement congolais et les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, le processus de Doha peine à avancer. Et les rebelles du M23 ont pris le contrôle des deux plus grandes villes du pays, vous le savez, Goma et Bukavu. Sans progrès en matière de sécurité, les partenaires et même les acteurs eux-mêmes auront du mal à s'engager dans une coopération économique, selon ce diplomate qui s'exprimait sous couvert de l'anonymat à l'agence de presse Reuters. Un responsable congolais a déclaré à cette même agence de presse que Kinshasa ne peut envisager de coopération économique avec le Rwanda tant que son armée occupe une partie du territoire congolais. Cela s'entend. Kinshasa considère le pillage de ses richesses minières comme l'un des principaux moteurs du conflit entre ses forces et les rebelles du M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. Et vous voyez donc qu'il y a l'anisement qui empêche les processus de paix de continuer. Mais comme vous venez de l'entendre, justement, comme vous venez de l'entendre, il y a un autre engagement qui est mis sur la table. Ça veut dire des réformes. Ce n'était pas prévu dans le cadre de l'accord de juin. Ça veut dire qu'il y a les réformes nécessaires à l'investissement en vue de faciliter les opérateurs économiques pour que les opérations en question, les opérations économiques puissent se faire de façon plus transparente et de façon rentable. Et là, quand on suit l'actualité à l'est de la République démocratique du Congo, quand on entend ce que disent les uns et les autres, on comprend peut-être que ces réformes qui sont nécessaires, on n'en doute point, pourraient peut-être faire les affaires de la rébellion soutenue par le Rwanda. Parce que je vous rappelle que ces rebelles, la rébellion du M23, voudraient, dans le cadre de l'accord de Doha, voudraient en réalité que les partis qui les contrôlent soient plus ou moins autonomes et donc confiés à ses propres dirigeants. Ce que Kinshasa ne veut pas entendre. Et donc, nous espérons que les réformes qui sont évoquées ici ne vont pas dans ce sens-là, de constituer de facto une partition de la République démocratique du Congo, parce que si vous confiez la direction de la province du Nord et du Sud du Kivu aux rebelles du M23, ça veut dire à vous confier nécessairement la direction de ces régions à la partie rwandaise, parce que c'est le Rwanda qui contrôle les rébellions du M23. Et voilà, on verra donc, puisqu'il est dit maintenant que début octobre, il doit y avoir cette rencontre entre le Rwanda et Kinshasa à Washington, et le Congo à Washington, on pourra certainement y revenir. Mais on évoque l'accord de paix, alors que sur le terrain, justement, les choses ne vont pas très bien. Ça veut dire le cessez-le-feu qui avait été signé, qui avait été convenu entre les deux parties, n'est pas du tout respecté. Et les deux parties s'accusent mutuellement de violer le cessez-le-feu et la trêve qui était en place depuis un certain temps. Et nous avons entendu, par exemple, la rébellion dire qui menaçait l'armée burundaise, parce que cette rébellion considère que l'armée burundaise constitue un obstacle majeur à l'avancée de ses troupes.
Parce que l'objectif de la rébellion, c'était de continuer les conquêtes et de prendre la ville d'Uvira notamment. Là, on ne va pas revenir parce qu'on a fait une émission là-dessus. Mais justement, il n'y a rien de concret dans ce qui se profile à l'horizon. Et il y a des menaces, et il y a des préparations visibles des uns et des autres. La rébellion voudrait bien continuer ses conquêtes, alors que l'armée euh, ne veut pas se laisser faire et essaie de se renforcer. Et donc, ça veut dire que les accords qui sont attendus ne convainquent pas du tout tant que justement les uns et les autres se préparent aux affrontements. On essaiera d'y revenir, de voir ce qui se passe. On essaie évidemment de suivre l'évolution de la situation. Mais nous parlions dernièrement de ces tentatives des rebelles et de prendre la ville d'Uvira, défendue très acharnement par l'armée, les combattants wazalendo et l'armée burundaise. Et on voit que sur le terrain, même s'il n'y a pas de percée majeure ces derniers temps de la rébellion ou peut-être de la reprise des territoires à part l'armée congolaise et ses soutiens, mais on voit bien que la paix est très loin. Et donc, il faudrait que les facilitateurs, surtout américains, selon, dans le cadre de ce processus de Washington et même dans le cadre du processus de Doha, il faudrait que les facilitateurs essaie de fournir encore une fois des efforts pour trouver une solution à cette crise. Dans tous les cas, on essaiera de revenir sur la situation du Congo, surtout sur l'aspect politique. Parce que vous le savez, on attendait l'issue du procès de Joseph Kabila, l'ancien président. C'était attendu la semaine dernière, mais finalement, la partie civile a demandé la réouverture des débats, puisqu'il y aurait des éléments nouveaux concernant le financement de l'ancien président Joseph Kabila. Il apporterait un soutien massif financier aux rebelles du M23. Et donc, ils vont ouvrir les débats. J'ai vu qu'ils réclament comme réparation quelque chose comme 30 milliards de dollars. C'est énorme. Donc, on essaiera d'y revenir dans nos prochaines émissions pour voir ce qui se passe réellement. Et donc, ce sera l'occasion d'évoquer l'aspect politique de ce qui se passe en République démocratique du Congo, parce qu'il y a ce procès de Joseph Kabila. On parle également du début de libération dans le cadre de l'accord de paix, du processus de paix de Doha. Il paraît que le gouvernement congolais a commencé à montrer des signes positifs de bonne volonté en libérant quelques prisonniers politiques. Mais on voit également d'autres aspects politiques comme des gens. Il y a une campagne qui demande la destitution du président de l'Assemblée nationale, Vitali Kamere. Et donc, on aura l'occasion de revenir sur tous ces points concernant la situation et à l'est de la République démocratique du Congo, mais qui touche l'ensemble du territoire congolais. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est ce que nous voulions dire aujourd'hui. Merci de nous avoir prêté attention et à très bientôt pour d'autres sujets. Au revoir.